Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un PC gamer aux alentours des 1400 €. Alors avec un tel budget, on va voir qu'on va pouvoir monter une machine plutôt costaud, capable de faire tourner les jeux les plus gourmands en 1440p en ultra à plus de 60 fps ou alors à plus de 200 fps sur des jeux compétitifs si on souhaite se limiter par exemple à du 1080p et profiter d'un écran à 240 Hz par exemple. Alors comme pour chaque vidéo où je vous présente un peu des exemples de configuration, ici je vais faire dans un premier temps le point sur les différents composants utilisés, je passerai ensuite sur le montage du PC et on terminera évidemment avec un point sur les performances de la machine. Avant de débuter le vif du sujet, je précise aussi comme toujours que ce type de vidéo, c'est un peu l'occasion de vous montrer des exemples de configuration, mais aussi quelques nouveautés au niveau des composants. Et au passage, j'en profite pour remercier les marques PNY, Be Quiet, Asus et AMD qui m'ont mis à disposition les différentes pièces de ce PC. L'idée ici, c'est donc pas forcément de vous montrer absolument le meilleur rapport qualité-prix qu'on pourrait obtenir avec un budget de 1400 €, mais bien un petit exemple de ce qu'il est possible de faire et après un peu libre à vous d'ajuster en fonction de vos besoins et évidemment de votre budget. Enfin bien sûr, si ce type de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas un peu à me le dire dans les commentaires, mais également les configurations qui pourraient vous intéresser, et également la tranche de prix pour monter votre prochain PC. J'essaierai un peu de voir en fonction de ce qui est le plus demandé, et pour faire un peu une prochaine vidéo. Aussi évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et je vous rappelle aussi que vous avez tous les liens des composants que je vais citer dans cette vidéo directement dans la description. On débute donc avec un détail des différents composants utilisés pour cette configuration aux alentours des 1400 €, je le rappelle. Et tout d'abord du côté du processeur, je suis parti sur le récent AMD Ryzen 3 3300X. Alors c'est un processeur que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines avec une vidéo où je l'ai testé environ sur une vingtaine de jeux en 1080p. Et on a vu que malgré sa conception à 4 cœurs et 8 threads, il est capable d'offrir d'excellentes performances pour le gaming. Et vraiment pour son tarif, c'est plutôt un excellent rapport qualité-prix. Proposé un tarif constructeur d'environ 130 €, il est plus accessible que le Ryzen 5 3600, et ici pour du jeu en 1440p, on n'aura pas forcément d'énormes différences en termes de FPS entre les deux. Évidemment cette résolution sera plus la carte graphique qui aura directement un gros impact. Alors par contre ce petit 3300X, il est souvent difficile à trouver à son tarif de 130 €, et quand il apparaît en stock c'est plus souvent aux alentours des 150 €, et à ce prix là je vous recommande donc plutôt de partir directement sur le Ryzen 5 3600, qui est lui disponible pour environ 175 € et qui pourra vous offrir une meilleure polyvalence, mais également quelques FPS supplémentaires avec sa conception à 6 cœurs et 12 threads. Pour le refroidir, on a ici le nouveau Be Quiet Pure Rock version 2. Alors pour un processeur avec un TDP d'environ 65 watts comme une 3300X, il se montre largement suffisant, qu'on va voir un peu plus tard quand on fera le point sur les performances in-game. Alors il s'agit d'un modèle Tower qui va donc rester plutôt compact et qui pourra donc s'adapter à la plupart des boîtiers. Il est proposé dans des coloris gris ou noirs et il intègre 4 caoducs de 6 mm et s'accompagne également d'un ventilateur PureWings version 2 de 120 mm. Alors ce ventirad, il est proposé à un tarif d'environ 40 € et il est annoncé pour des processeurs avec un TDP maximum de 150 watts, ce qui sur le papier vous permettra de faire facilement évoluer votre processeur sans forcément investir dans un autre ventirad pour la suite. Pour la carte mère, on part ici sur la nouvelle génération avec une Asus TUF B550 Gaming Plus. Alors évidemment les cartes mères B550, on les a attendues pendant longtemps et sont désormais disponibles depuis quelques semaines. Alors sur le papier, elles viennent un peu se positionner comme des remplaçantes des cartes mères B450, en ajoutant notamment la possibilité de profiter des connecteurs PCI Gen 4 et donc de SSD de dernière génération. Alors à la différence des cartes mères X570, cette compatibilité elle se fait plutôt au niveau du CPU et pas directement du chipset, et donc les connecteurs disponibles sont un peu moins nombreux, mais en pratique ça ne devrait pas forcément changer grand chose pour 99% des joueurs, à moins de vouloir vraiment installer plusieurs SSD compatibles Gen 4, ce qui à mon sens sera plutôt rare et qui n'aura pas forcément un grand intérêt pour du gaming. Alors outre cette nouveauté, les cartes mères B550 elles se démarquent surtout de leurs petites sœurs les P450 par des VRM beaucoup plus costauds, avec par exemple ici une conception A8 plus d'eau phase pour le modèle du jour. Alors ici sur un petit 3300X, ça n'aura pas forcément un énorme impact, mais si vous souhaitez par exemple faire évoluer un peu plus tard votre configuration, avec par exemple un Ryzen 9 3900X ou les futurs modèles en Zen 3, là ça pourra se montrer très intéressant. Alors ici le modèle d'Asus, il est proposé à un tarif d'environ 175 € contre 120 € pour la version B450. Alors on a quand même un sacré écart de prix et j'essaierai justement de faire un peu une vidéo où je vous compare les deux modèles, puisque j'avais avant le B450 Gaming Plus sur mon banc de benchmark, donc ici je vais la remplacer par cette carte mère, j'essaierai un peu de faire une vidéo où je compare les deux. Côté connectique,
on va retrouver notamment deux ports 1.2 PCIe 4X en 4.0 et 3.0 pour les SSD, deux ports PCIe 16X en 4.0 et 3.0, 6 ports SATA ou encore des connecteurs USB 3.2 Gen 2 de type A et C à l'arrière. On retrouve également le nouveau système de réduction active de bruit pour les microphones directement ici intégrés à la carte mère. Alors l'idée ici, ça reprend un peu ce que j'ai déjà testé sur le casque Asus ROG Strix Go 2,4 GHz et vraiment c'était particulièrement bluffant et efficace. Et ici ça pourrait un peu se mettre comme une alternative par exemple au logiciel RTX Voice qui fonctionne logiquement seulement avec des cartes graphiques RTX et qui consomme quand même pas mal de ressources. On passe maintenant sur la RAM avec ici les nouveaux modèles Xcelerate Gaming et PixX RGB. Alors Xcelerate, c'est la gamme un peu plus orientée gaming de chez PNY, et ce nouveau kit dispose, comme son nom l'indique, d'éclairage RGB pour apporter une petite touche de personnalisation à votre machine. Alors pour cette configuration, aux alentours des 1400 €, on part ici sur un kit de 2x8 Go avec une fréquence de 3200 MHz en K16. Alors des specs qui seront parfaitement adaptés pour cette configuration et qui seront ici largement suffisantes pour jouer dans de très bonnes conditions. Ce kit il est proposé à un tarif de 115 €, ce qui le place en concurrence directe avec les Trident Z RGB de G-Skill ou encore les modèles Predator de chez HyperX. Alors clairement 115 €, c'est pas forcément donné pour un kit de 16 Go, et si vous souhaitez économiser quelques dizaines d'euros, vous pouvez par exemple vous diriger vers des Corsair Vengeance RGB aux alentours des 90 € ou encore des modèles sans RGB, avec par exemple un kit plus classique toujours chez Xcelerate, mais toujours en 3200 MHz en C16. Côté stockage, PNY m'a également fait parvenir un SSD NVMe de 500 Go avec un modèle Xcelerate CS3030. Alors, il s'agit d'un modèle compatible PCIe 3.0 avec des débits annoncés jusqu'à 3500 Mbps en lecture et 3000 Mbps en écriture pour un tarif d'environ 80 €. Alors ici se montrera suffisant pour stocker notre installation de Windows, des applications favorites mais également quelques jeux, mais encore une fois, ça dépendra un peu de vos propres besoins. Selon les jeux auxquels vous jouez, il faudra peut-être ajouter un second SSD, notamment si vous avez des jeux qui prennent beaucoup de place, comme par exemple Call of Duty, qui dépasse maintenant les 200 Go. Évidemment, je vous rappelle que niveau gaming, vous n'aurez pas forcément de réelle différence entre un SSD SATA et un SSD NVMe, que ce soit tant au niveau des performances que des temps de chargement, et je vous ai déjà fait une petite vidéo où je comparais tout ça sur plusieurs jeux, et je vous la rajoute également en description. Du côté de la carte graphique, on reste toujours chez PNY, avec ici un modèle RTX 2070 Super Dual Fan. Alors cette carte est proposée souvent à un tarif d'environ 550 €, ce qui en fait une de 2070 Super les plus apportables du secteur, comme souvent avec les modèles de chez PNY. Alors évidemment à ce prix-là, il faudra faire quelques sacrifices au niveau du design, et on pourra notamment regretter l'absence d'une backplate à l'arrière. Pour le reste, la conception est plutôt classique, avec un châssis en plastique plutôt sobre et un refroidissement garanti par deux ventilateurs. Comme pour toutes les 2070 Super, on retrouve évidemment 8 Go de GDDR6, avec ici une fréquence de base à 1605 MHz et un mode boost à 1770 MHz. Alors si vous cherchez un modèle un peu plus costaud, toujours chez PNY, vous avez également la référence Xcelerate, notamment avec un modèle triple fan, qui offre de son côté un overclocking à 1815 MHz. Enfin côté alimentation et boîtier, on part sur des modèles de chez Be Quiet, avec tout d'abord un bloc Straight Power 11 à 750 watts entièrement modulaire. Je vous l'avais d'ailleurs déjà présenté lors d'un précédent build que j'avais réalisé avec Be Quiet l'année dernière, avec un exemple d'une configuration à 2000 €. Alors ici 750 watts, c'est largement suffisant pour cette configuration, voire même un peu trop, mais ça vous permettra par exemple de facilement faire évoluer ce PC sans forcément devoir investir dans une nouvelle alimentation. On est ici sur un modèle certifié 80+ Gold et surtout entièrement modulaire, et en plus un modèle très silencieux que j'utilise régulièrement sur mon banc de benchmark depuis plus d'1 an, et vraiment rien à dire, je la recommande les yeux fermés. Pour le boîtier, c'est le récent Be Quiet Pure Base 500DX RGB qui va intégrer toute cette configuration, avec ici une variante entièrement blanche. Alors il est également proposé en noir pour un tarif d'environ 115 €, et ici face à la précédente version du Pure Base 500, cette nouvelle version DX opte pour une nouvelle façade entièrement perforée. On devrait ainsi pouvoir profiter d'un meilleur flux d'air, notamment grâce à ces 3 ventilateurs PureWings 2 de 140 mm. Cette version ajoute également quelques effets RGB sur l'avant et en haut du châssis, et ça permettra un peu d'ajouter une petite touche de personnalisation au boîtier, et on verra un peu le rendu, notamment avec la fenêtre en verre trempé, à la fin de cette vidéo. Du côté des caractéristiques, on va pouvoir installer un water cooling de 360 mm à l'avant, et des radiateurs de 240 mm sur la façade supérieure. On retrouve aussi 5 emplacements pour ses SSD, un rack amovible pour ses disques durs, ou encore un cache d'alimentation entièrement aéré. On va aussi retrouver 3 filtres anti-poussière positionnés à l'avant sur la façade supérieure et en dessous du boîtier. Enfin au niveau de la connectique sur le front panel,
On va disposer d'un port USB 3.0 type A, d'un port USB 3.1 en type C, d'un connecteur audio micro et enfin d'un bouton pour ajuster directement les différents effets RGB. Alors maintenant que j'ai un peu fait le point sur tous les composants de cette machine, qui sont également listés, je vous rappelle, en description, je vous propose de découvrir un peu une petite séquence avec le montage complet de ce PC, et puis on se retrouve juste après avec un point sur les performances de cette machine. Voilà un peu pour le montage de cette machine, et n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce PC une fois assemblé. Alors de mon côté, je trouve que le résultat est plutôt sympa, avec finalement un build plutôt discret et sobre qu'on pourra installer facilement sur la plupart des setups. Alors de mon côté, j'aurais quand même préféré une version noire, puisque je suis pas forcément un grand fan des boîtiers blancs, mais n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va maintenant un peu faire le point sur les performances, et pour ça je vous rajoute quelques extraits de gameplay avec des encarts où vous allez pouvoir retrouver toutes les stats, avec notamment les FPS moyens, les 1% low, les différents niveaux de charge au niveau du CPU ou de la carte graphique, ou encore évidemment les températures.
Avant chaque jeu, je vous rajoute également une petite séquence avec les paramètres graphiques que j'ai utilisés, et je vous rappelle que tout est enregistré depuis un second PC et une carte d'acquisition Elgato 4K60, de façon à ne pas utiliser les ressources du PC de gaming pour l'encodage. Alors évidemment ici, pour une config aux alentours des 1400€, j'ai testé la plupart des jeux en 1440p, et on va voir que les performances sont bien au rendez-vous, notamment avec une RTX 2070 Super qui fait clairement le boulot. Pour ce premier essai, j'ai ici lancé Battlefield 5 avec des paramètres graphiques poussés à fond et une résolution en 2560 x 1440 pixels. Alors sur cette séquence, on va voir qu'on tourne entre 110 et 120 fps avec des 1% low aux alentours des 80 fps. En clair, on va pouvoir jouer vraiment dans d'excellentes conditions, et on remarque également que 3300X conserve des températures tout à fait correctes avec une ventilade be quiet puisqu'on ne dépasse pas les 43 degrés. Pour ce deuxième essai, j'ai lancé le mode Warzone de Call of Duty Modern Warfare. Ici on a également des paramètres graphiques entre élevé et ultra, toujours en 1440p, et on tourne à 95 fps de moyenne. Évidemment en réduisant quelques paramètres graphiques, on devrait pouvoir atteindre les 144 fps sans trop de problèmes. Troisième essai avec Valorant, toujours en 1440p, mais cette fois-ci avec des paramètres graphiques en élevé, le jeu étant plutôt bien optimisé. Alors sur la séquence que j'ai enregistrée, on tourne à près de 240 fps de moyenne, et on profite donc d'une excellente fluidité, notamment si vous disposez également d'un écran avec un taux de rafraîchissement élevé. Alors pour ceux qui sont plutôt orientés CSGO, je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais les résultats devraient être similaires, voire meilleurs. On passe maintenant sur The Witcher 3, alors un jeu qui n'est pas forcément tout récent, mais qui reste toujours aussi gourmand en ressources. Alors ici avec le 3300X et la 2070 Super, on va pouvoir profiter vraiment du jeu en 1440p avec des paramètres graphiques au maximum, et le tout tourne à plus de 90 fps dans l'une des zones les plus chargées du jeu, la vieille ville de Novigrad. Aussi on remarque qu'on a des 1% low qui descendent pas en dessous de 78 fps, et on conserve donc toujours un jeu parfaitement fluide. On passe maintenant sur Fortnite, alors ici j'ai fait le choix de tester le jeu en 1080p avec des paramètres graphiques au minimum, sauf pour la distance d'affichage que j'ai laissée en épique et les textures en moyen. Alors l'idée c'est évidemment de voir un peu les résultats qu'on va pouvoir atteindre avec un écran à 240 Hz, et ici on voit que le jeu tourne à plus de 300 fps sans trop de problèmes. Alors évidemment on reste sur une zone assez calme et on aura probablement quelques baisses en fin de partie, mais en optimisant tout ça, on devrait pouvoir profiter d'un jeu parfaitement fluide et réactif, quelles que soient les situations. Enfin pour ce dernier essai, j'ai lancé Control, alors ici toujours en 1440p avec des paramètres graphiques en élevé. Alors il s'agit d'un des rares jeux qui va être compatible avec le Ray Tracing et le DLSS version 2, et j'en ai donc profité pour comparer un peu tout ça. Alors d'abord dans un premier temps, sans Ray Tracing, on tourne aux alentours des 65 fps de moyenne, avec des 1% low aux alentours des 55 fps, ça reste fluide, mais on ne profite pas pleinement des possibilités du jeu. Alors si maintenant on active le RTX, mais ici sans le DLSS 2.0, le framerate en prend un sérieux coup, puisqu'on descend aux alentours des 40 fps, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour jouer dans de bonnes conditions. Le jeu est par contre encore plus beau, avec vraiment des effets de lumière qui font la différence. Enfin si on active le DLSS 2.0, avec toujours le ray tracing au maximum, on remonte maintenant à plus de 60 fps de moyenne, tout en conservant un jeu toujours aussi magnifique. Alors vraiment l'option proposée par Nvidia fait des miracles, et ici on en profite pleinement avec la petite RTX 2070 Super de PNY. Allez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, et je pense un peu avoir fait le tour de ce que je pouvais vous dire cette configuration aux alentours des 1400€. Alors on a vu, le PC tourne parfaitement pour du jeu en 1440p en ultra à plus de 60 fps, mais également en 1080p si on souhaite profiter d'une excellente fluidité, et notamment d'un écran à 240 Hz par exemple. Les RTX 2070 Super de PNY, elle permet également de profiter des fonctionnalités supplémentaires, comme le ray tracing sur les jeux compatibles, même s'ils ne sont pas forcément très nombreux pour le moment, et le DLSS 2.0, notamment comme on l'a vu sur Control, et ça permet vraiment de profiter d'un jeu encore plus beau sans forcément perdre trop de performance. Allez, de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aide un peu si vous souhaitez vous monter un nouveau PC. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, mais également aussi à vous abonner et activer les notifications, puisque j'essaierai un peu de vous présenter plus régulièrement des vidéos comme ça, où je vous montre un peu des PC avec différents budgets. Je vous prépare également une vidéo avec plus de benchmarks sur cette RTX 2070 Super,
et notamment en compagnie d'un Ryzen 5 3600 pour voir un peu ce que ça donne environ sur une vingtaine de jeux. Alors comme d'habitude, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et je vous rappelle aussi que tous les produits dont j'ai parlé dans la vidéo sont directement accessibles dans la description.